jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs en semaine, 15h, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, pour la première de l'année, on aura notre coach de vie Sylvie Lapointe, avec elle on va faire le lien étroit entre la santé mentale et la santé physique. On va aussi parler avec Catherine Lyons du Musée canadien de la guerre. C'est clair qu'il y a toujours des activités à faire, des activités virtuelles bien évidemment. Et tout de suite pour commencer, je vais dire la chance de parler avec l'auteure Claudine Ducasse. On va parler de sa dernière œuvre intitulée Minuit moins 5 au clocher. Et pour essayer de mettre les gens un peu au même niveau d'information que moi, Madame Ducasse, il faudrait dire que vous avez travaillé longtemps, vous avez fait carrière dans tout ce qui a trait à la santé mentale. Alors, ma première question est de savoir, qu'est-ce que vous pensez de la lecture? Quel impact que ça a sur la santé mentale des gens? Bien, je pense que c'est très important. Dans les moments difficiles qu'on vit avec la pandémie, le lien avec la famille, les amis, c'est différent, c'est parfois difficile. Mais par contre, la nature reste là, toujours, puis toujours belle. Puis avec un bon livre, on n'est jamais seul. On a toujours un ami, on a toujours un milieu. Et c'est très, très important de lire, surtout dans des moments difficiles. Et puis de prendre le temps pour soi, parce que je pense que quand on lit, peu importe ce qu'on aime lire, ça nous permet je vais dire, de s'effacer un peu de qu'est-ce qu'on vit dans le moment présent, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une évasion, puis je crois que c'est toujours important. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est encore plus important maintenant. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent à la lecture. D'ailleurs, les statistiques disent que je crois qu'il s'est vendu beaucoup plus de livres dans les derniers mois, la dernière année. Et s'il peut avoir un bon effet à ça, c'est que d'avoir amené des gens à lire et à lire plus et à garder cette richesse-là de la lecture. Et puis vous êtes aujourd'hui avec vos différents ouvrages. Vous en êtes, pardon, au 5e ouvrage. Et j'aimerais qu'on revienne un peu sur les quatre précédents. Le premier ouvrage, il s'intitule Cloître d'octobre, qui est apparu en 2005. Puis je me demande, c'est quoi que vous aviez voulu déposer dans cet ouvrage-là pour un premier ouvrage littéraire? Disons que c'est ça, c'est un premier ouvrage. Il est peut-être pas, disons, aussi fini que les autres. Donc, je crois qu'on s'améliore à chaque livre. En effet, Minuit moins 5, c'est mon 5e ouvrage. Donc, il y a eu Cloître d'octobre qui a permis de situer un peu la suite, là. C'est sûr que tous mes livres se passent en Gaspésie, dans le même village, avec des gens parfois qui se ressemblent, parce que nos personnages, on leur transmet des gènes, des souvenirs, toutes sortes de choses. Mais après ça, on les laisse aller puis s'écrivent tout seuls. Donc moi, la fin est rarement ce que j'avais prévu au début. Donc ça a progressé au cours des livres et les 4 derniers sont avec les éditions L'Interligne. Il y a un roman qui s'appelle Flavie des vents contraires qui situe vraiment la suite de l'action et 2 recueils de contes nouvelles où il y est question d'enfants du merveilleux avec du réel qui se passe aussi à Cap-Maillan, qui est le village imaginaire où se situe l'action des livres. Puis en dernier, le dernier qui est Minuit moins 5 au clocher, le dernier né, si je peux dire, où on retrouve un peu de tout ça qui vient se concrétiser dans l'aventure d'un jeune garçon qui a une vie qui est pas facile, mais qui a été pris de la nature, qui est capable de faire des liens significatifs, qui a beaucoup d'affection et l'affection des gens du tour qu'il a su créer. Il a su créer ces liens. Puis aussi, ce qui est important, je pense, pour faire le lien avec ce qui se passe maintenant, c'est que ce jeune homme-là, ce garçon-là, il est capable de s'évader dans la nature, de s'évader avec sa sœur qui est un petit peu bizarre. Il y a toujours un côté un petit peu surnaturel, naturel dans mes choses. J'aime avoir un pied en dehors de la réalité. Alors, ce petit garçon-là, on voit son cheminement et ses épreuves, mais il arrive à s'évader. Il arrive à faire des liens, puis il arrive à s'évader.
en, mon- en montant au clocher, puis en s'évadant dans la nature. Donc, c'est un peu la trame du livre. Et puis, je pense que le livre, il est bien paru en ce moment-là. Pourquoi? Parce que on parle d'évasion, vous l'avez mentionné, le jeune, il va essayer d'avoir un exutoire vu la situation qu'il est en train de vivre. Et je pense que c'est ce que tout le monde a besoin en ce moment. Mais moi, j'ai une question par rapport au titre du roman. Pourquoi Minuit moins 5 au clocher? C'est quoi le rapport avec l'histoire du jeune? OK, d'accord. C'est que le petit garçon, Christin Lucas, il est né avec un défaut physique. Sa tête est penchée en permanence sur la gauche. De là, puis lorsqu'il a commencé l'école, évidemment, il a subi du rejet, différentes choses, et les enfants l'ont surnommé Minuit moins 5. Et au clocher, parce que sa première évasion, c'est que cet enfant-là, il aime les cloches, il aime la musique des cloches. Et la nuit, il s'évade, il monte, il va à l'église, il monte au clocher qui est très haut. Et là, bien, c'est tous ses fantasmes et tout ça qui se vit. Donc, de là, minuit moins 5 avec son coup, au clocher, qui monte dans le clocher d'église, puis dans sa vie, qui continue à réparer des clochers, à faire des choses en rapport avec ça. Moi, j'aimerais juste savoir, ça a été quoi le processus d'écriture? Parce que là, on parle de, je vais dire là comme ça, on entend résilience, on entend rejet, on entend plein d'affaires que nous vivons en ce moment. Est-ce que la pandémie a impacté un peu sur le processus d'écriture? Je vous dirais pas du tout, parce que le processus d'écriture, c'est très long. Moi, ça mijote un certain temps. Écrire, pour moi, c'est un plaisir et un loisir de discipline. Et non, j'ai commencé beaucoup avant la pandémie. Les corrections, tout ça, ça n'a jamais fait vraiment partie du décor. C'est par la suite qu'on voit le lien. C'est à cet ouvrage-là et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on retient de ça. Bien, qu'est-ce qu'on retient de ça? Je pense que ça dépend de chacun. Comme je vous dis, étonnamment, il se greffe bien à la réalité du moment. Euh, le plaisir d'écrire, une certaine poésie, la présence de la nature, puis la présence surtout de liens affectifs importants, qui dit que peu importe notre milieu, ce petit garçon-là était capable de beaucoup de résilience, beaucoup de... Et c'est ce qui reste finalement du livre, je crois. On va inviter les gens à aller visiter le site web des éditions Interligne et puis on va aller se le procurer. Merci beaucoup et puis bonne chance pour cette nouvel ouvrage. Merci à vous. Bonne journée. Si la régie me permet, j'aimerais avoir un petit moment parce que j'ai un problème personnel en ce moment. Je vais juste me détacher un instant et je vous reviens juste dans une minute. J'ai quelques informations. J'ai quelques informations à vous donner concernant l'entrevue avec Madame Ducasse tout à l'heure. Donc, si vous voulez vous procurer l'ouvrage intitulé Minuit moins 5 au clocher, ça sera au www.interligne.ca. Maintenant, je pense qu'on a Catherine Lagnos du Musée canadien de la guerre avec moi. Catherine, c'est vrai que le musée y est fermé, mais vous avez toujours des activités virtuelles et je pense que ces activités-là vont fortement intéresser le grand public. On va commencer avec la première intitulée Indy Rémy. De qui est-ce qu'il s'agit? C'est un survivant de l'Holocauste qui va raconter son histoire, qui est une histoire de survie, bien sûr, et de tragédie, mais surtout de l'amour. Pour lui, sa survie au cours de l'Holocauste, puis
toutes les difficultés dont il a fait face, c'est dû à l'amour de sa mère et de sa grand-mère. C'est vraiment une histoire de courage de femme, de mère, de maman et de grand-maman. Et pour lui, il tisse tous ces liens ensemble pour raconter son histoire et aussi pour nous inspirer et de toujours partager le message qu'il faut travailler à éviter que des tragédies comme l'Holocauste se répètent. Et puis, il faudrait que les gens le sachent, le Andy, c'est quelqu'un qui a vraiment vécu je vais dire, la période de l'Holocauste, et c'est une histoire vraie qu'il raconte, c'est pas de la fiction. Exactement, c'est vraiment un témoin de ces événements. Il était très jeune, né en 1942, donc son histoire, c'est une histoire d'enfance dans un ghetto juif en Europe, mais c'est à travers les histoires sa mère lui a racontées, ainsi que d'autres membres de ses amis qu'il a pu apprendre et comprendre comment l'Holocauste a façonné son histoire de famille, ses expériences de jeune enfant. Donc oui, effectivement, il s'agit d'une vraie histoire racontée de la perspective d'un enfant qui a vécu à travers cette période. Et puis Andy, il est aussi auteur. Je pense que c'est tout ce qu'il a vécu personnellement, tout ce qu'il a pu déposer dans ses écrits là, qu'il va partager dans une rencontre Zoom avec les gens qui viendront le voir. Comment ça va se passer, puisqu'on dit que c'est de manière virtuelle? Comment vous vous organisez pour faire ça? Donc, c'est présenté sur Zoom. Donc, les gens qui sont intéressés sont invités à s'inscrire sur notre site web. Il y a un lien pour faire l'inscription et comme ça, les gens ont un lien, ils sont invités. On envoie aussi des rappels. Ah, l'événement est aujourd'hui ou dans 1 heure, il faut connecter pour pouvoir avoir accès à cet événement virtuel. C'est différent qu'une vidéo ou quelque chose télévisé parce que Andy va raconter son histoire. Il y aura un historien du musée de la guerre qui va poser certaines questions, qui va pouvoir ajouter un contexte plus global à cette histoire personnelle. Aussi, les participants vont avoir l'occasion de poser des questions, avoir une interaction avec Andy et notre historien. L'événement sera aussi enregistré si jamais les gens sont très intéressants mais peuvent pas être présents à 13h le 27 janvier. Mais on encourage les gens à participer au moment même du webinaire. Et que puisque on est déjà habitué, là, tu le vois, là, je suis pas en studio, puis je pense que de plus en plus le monde s'habitue à ce que tout se fasse de manière virtuelle. Donc, je pense que pour pouvoir mieux vous organiser, il va falloir que les gens s'y prennent tôt pour pouvoir s'inscrire. Nous avons quand même une assez bonne capacité d'accueillir des gens, mais oui, on encourage les gens d'enregistrer à l'avance, comme ça on peut ajuster notre capacité aux besoins. Et je veux dire, même si c'est virtuel, on n'est pas là en personne, on ne voit pas la personne en vraie vie, les gens qui ont vécu l'Holocauste sont de moins en moins nombreux. On a moins et moins d'occasions d'apprendre, d'écouter leurs histoires en vraie vie. Donc, la fenêtre pour apprendre, pour écouter ces gens-là est quand même assez restreinte et je suis de l'avis qu'il ne faut pas manquer ces occasions, même s'ils sont en virtuel. On n'aimerait plus jamais revivre ce genre d'affaires-là. Mais ça fait un beau parallèle avec ce qu'on vit en ce moment. On est quand même en période de crise et tout le monde entier le sait. Effectivement. Et bien que l'Holocauste ne se compare pas en pandémie nécessairement, il y a quand même des leçons à tirer. Comme j'ai dit, c'est vraiment une histoire inspirante du pouvoir de l'amour, même en situation très, très difficile. Et je pense que comme nous vivons tous des moments difficiles, on peut en tirer de l'inspiration de son histoire.
Définitivement. La deuxième activité entre bien dans ce contexte-là parce qu'elle est intitulée Faire avec les moyens de bord. De quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, je pense que je vais vous donner des petites informations concernant cette activité-là. Catherine pourra nous rejoindre tantôt pour nous donner plus d'informations. Mais il s'agit d'un atelier où on parle de viser zéro déchet au quotidien. Et j'ai donné l'intitulé, c'est Viser zéro déchet au quotidien, qui va se passer le 29 janvier à midi. Oui, et puis voilà un autre exemple d'inspiration de la Seconde Guerre mondiale. Donc, les gens de l'époque, durant la Seconde Guerre mondiale, étaient encouragés à tout sauvegarder, à réparer, à vraiment faire avec les moyens de bord. Mais même que maintenant, nos motivations sont un peu différentes. On veut surtout consommer de façon responsable, réduire nos déchets plutôt pour l'environnement que pour un effort de guerre. Les liens sont là et donc l'atelier, c'est quelque chose de très utile, très concret. On va avoir un invité spécial qui va nous présenter des façons très concrètes pour réduire nos déchets. Et l'historien va faire des parallèles avec ce qu'ont vécu les gens durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, on peut vraiment apprendre du passé. On peut vraiment apprendre du passé et pour cette activité aussi, comme tu l'as dit tantôt, c'est préférable de s'y prendre quand même un peu plus tôt pour pouvoir aller participer à cette rencontre Zoom là. Mais est-ce que comme la première activité, il y aura moyen d'avoir un enregistrement pour ceux qui ne seront pas présents? Oui. Après, Je suis sûre qu'elle allait répondre oui à ma question. C'est possible qu'il y ait... C'est ça. Alors la réponse était oui? oui, sur notre site web, on va avoir des liens pour les vidéos après quelques jours. Merci beaucoup, Catherine. Je sais que vous avez plein d'autres activités sur le site web. Alors, on va inviter les gens déjà à s'inscrire à ces deux-là qui s'en viennent pour très tôt dans les 2 semaines à venir et puis aller voir tout ce que vous avez à offrir. Bonne journée à toi. Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, les deux activités dont on a parlé aujourd'hui, ce sera une rencontre avec Andy Rémy, un survivant de l'Holocauste qui va partager qu'est-ce qu'il a vécu pendant l'Holocauste, en fait, tout ce qu'il a pu retenir. Et puis, ça sera enregistré en même temps pour ceux qui n'auront pas accès ce jour-là. Et la deuxième activité, c'est faire avec les moyens de bord qui a comme pour sous-titre Viser zéro déchet au quotidien. Ça sera le 29 janvier à midi. Vous pouvez visiter le site web www.musedelaguerre.ca pour pouvoir avoir accès à cette rencontre Zoom. Maintenant, on parle avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Et aujourd'hui, on va parler du lien étroit entre la santé mentale et la santé physique. Mais avant d'y aller avec cette thématique-là, tu voulais nous rappeler un peu la roue de ma vie. Comment c'est important d'utiliser cet outil que tu as fourni pour nous autres. Oui, alors si tu te souviens, en décembre, on a parlé d'un exercice qui s'appelle la roue de la vie. Essentiellement, c'est comme un gros cercle qu'on sous-divise en différents éléments. Et les éléments sont ma vie sociale, ma santé physique, ma santé mentale, mes relations personnelles, mon travail, etc. Donc, tous ces morceaux-là qu'on dédie de façon quotidienne dans différentes activités. Et l'exercice, c'était de faire une évaluation de aujourd'hui, si j'avais à me donner un score de 1 à 10 pour, disons, je sais pas moi, ma santé financière, hein, comment je me débrouille, mes épargnes, mes dépenses, etc. Est-ce que je me donnerais comme un 9,9 ou je me donnerais un 4? Il y a des chances qu'autour de Noël, on dépense plus souvent, donc on a peut-être un score qui est un petit peu moindre. Même chose avec la santé physique, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui, parce qu'il y a un lien très évident, la science l'a démontré à plusieurs reprises, de plusieurs façons, entre la santé physique, l'activité physique et la santé mentale. Et là, on est dans un deuxième lockdown. Je ne sais pas si c'est vrai pour toi, mais ma santé mentale en prend un petit coup. Oui, je pense que oui. Surtout qu'on ne peut pas sortir, comme aller marcher, ce genre d'affaires-là, sans avoir un justificatif.
Ouais. Et c'est déjà difficile, hein? Je pense qu'on disait lundi que c'était le Blue Monday. Hein? On a remarqué que pour plusieurs personnes, ce lundi-là marque une période de temps où on a les bleus essentiellement, hein? Parce que bon, il y a moins de lumière, il y a moins de soleil, on passe plus de temps dedans. Et donc, il y a La roue de ma vie, si cela vous intéresse, avant de continuer de parler de liens entre santé physique et santé mentale, c'est disponible sur le site web de notre coach de vie, Sylvie Lapointe, au www.l2emergence.com. Et puis, c'est un outil qu'elle vous offre. Franchement, ça aide beaucoup. Ça aide à réfléchir un peu. Et puis, avant on ne la reprenne, je ne sais pas si elle est là ou pas, j'ai quelques informations à vous partager. Le Musée canadien de la nature, on en a parlé il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas. C'est vrai qu'ils sont fermés. Ah, Sylvie est revenue. Ben oui, on a de la difficulté avec la connexion aujourd'hui. Tout le monde veut se parler sur Zoom et sur C'est ça. l'Internet. On a viré en virtuel. Alors, je ne sais pas où j'ai coupé. Est-ce que j'ai coupé à la santé Alors, physique? oui, exactement. Tu parlais du lien entre santé physique et santé mentale. Tu expliquais exactement c'est quoi ce lien-là. Alors, il y a tout plein de recherches qui démontrent qu'il y a un lien très évident Étroit. c'est ça, entre la santé physique ou l'exercice physique et la santé mentale. Et même que c'est prescrit comme thérapie pour les gens qui viennent consulter pour de la dépression ou de l'anxiété, etc. On demande aux gens de faire un effort très conscient de faire une activité physique. Donc, bouger son corps, ça n'a pas besoin d'être dans un gym, ça n'a pas besoin d'être avec des gros équipements puis des poids et haltères. Bouger son corps, ça peut être tout simplement de sortir dehors, respirer l'air frais, puis prendre une marche pour juste observer le monde passer autour de nous. J'ai une fille qui vient d'adopter un chien de, comment on dit, un rescue, de rescousse, donc c'est un chien plus âgé. Et puis, quel plaisir de voir ce chien-là, cette chienne-là, courir dans les bancs de neige, fureter, sauter de joie, galoper. Et donc, ça me rappelle que, tu sais, il y a quand même une façon d'être, une façon de voir le monde qui nous apporte du plaisir, même en période de pandémie, même en période. J'aime bien qu'est-ce que notre coach de vie est en train de dire parce que quand on parle d'activité physique, là, surtout pour moi, c'est quelque chose que, ouf, je suis pas quelqu'un qui aime aller au gym, mais c'est ça, l'important, c'est vraiment de prendre une marche, essayer de s'aérer un peu l'esprit parce qu'on sait qu'en en confinement, rester tout seul, comme se renfermer sur soi, c'est pas la bonne chose à faire. Donc, comme elle le dit, là, je pense qu'on va la revoir bientôt pour nous donner plus de détails à ce sujet. Il faut vraiment sortir et puis prendre de l'air. Je vous donne des informations sur le Musée canadien de la nature qui organise des activités virtuelles, non seulement des activités virtuelles, mais j'ai quelque chose que moi, je chéris particulièrement. Ce sont leurs séries de vidéos spéciales et que je vous donnerai plus d'informations tantôt parce que Sylvie est revenue encore une fois. Encore une fois! Et puis Hey, là, vraiment, j'étais en train de dire en fait que ce que tu es en train de nous dire, c'est que activité physique, ça ne veut pas forcément aller dire aller au gym. Juste prendre c'est une ça. marche, c'est suffisant. Oui, et donc de trouver une activité physique qui nous fait du bien. Alors, pour moi, la marche, ça a toujours été un grand plaisir. Pour d'autres personnes, ça pourrait être danser avec de la musique enlevante à la maison. Pour d'autres, ça pourrait être, je sais pas moi, mon mari, je sais en période de pandémie, manque beaucoup ses jeux de hockey qu'il faisait à toutes les semaines parce que pour lui, le sport d'équipe, c'est sa façon de se tenir en forme. Et donc, de trouver quelque chose qui nous amène à bouger notre corps et de se défaire de ce que les médias nous disent au niveau de c'est quoi être en forme. C'est pas nécessairement d'avoir des gros muscles, c'est pas nécessairement d'avoir une taille de 20 pouces, genre Barbie, mais c'est de pouvoir bouger sans perdre la laine, avec énergie, vigueur, etc. Et donc, qu'est-ce que ça a l'air pour vous? Mais ce qu'on démontre, c'est que l'exercice physique génère des produits chimiques dans notre cerveau qui nous donnent justement un sentiment de bien-être, comme la dopamine puis la sérotonine. Et donc, Et puis, de bouger, oui, c'est ça. Alors, c'est un des liens qu'ils font. Et donc, si j'avais à vous demander aujourd'hui,
sur un score de 1 à 10, 10 étant extraordinaire, puis 1 vraiment pas du tout, où est-ce que vous metteriez votre santé mentale, votre santé physique? Et tant qu'à y être, où metteriez-vous votre santé mentale? Bonne question. Je pense elles sont juste toutes les deux à 5-5. Santé mentale, peut-être 6-5, mais moi, santé physique 5. Bon, ben, merci pour ton honnêteté, cher Claude-Andrea. Et donc, là, ça devient un choix. Tu pourrais dire, tu sais, 5, là, étant donné les circonstances, je suis contente avec ça. Ou tu pourrais dire, je pense que je veux améliorer un petit peu ma santé physique ou ma santé mentale. Puis l'objectif, c'est pas de te rendre à 10. L'objectif, c'est de te rendre à 6. Le prochain palier, ou peut-être à 7. Puis ça a l'air de quoi pour toi, ça? Est-ce que c'est de sortir 3 fois par semaine? Ou est-ce que c'est pour aller marcher? Ou est-ce que c'est, je sais pas moi, faire du yoga avec un prof sur Zoom? Ça a l'air de quoi pour toi? Puis ça, c'est l'autre chose que je vois dans mes coachings. Les gens disent, genre, ça fait 1 an, j'ai rien fait, j'ai pris 15 livres. Puis là, je leur dis, OK, alors qu'est-ce que tu veux faire? Puis là, ils me disent, bon, je vais faire de l'exercice. Puis là, je leur dis, OK, donne-toi un objectif. Alors, ils disent, 5 fois par semaine, 1 heure chaque fois. Puis là, je leur dis, mais non. Pourquoi tu dis non? Ils me disent, ben, c'est parce que il faut que tu te trouves des objectifs que tu peux réussir. Parce que il faut que tu trouves une façon de te motiver. Alors, on ne court pas un marathon du jour au lendemain. On court un marathon 1 kilomètre à la fois. Et donc, si tu fais rien, puis ton objectif, c'est de te rendre à un niveau d'exercice là, plus haut que la moyenne, Plus élevé, oui. c'est pas réaliste et donc tu vas te décourager. Et c'est ce que j'ai dit à une cliente d'ailleurs, juste avant Noël, elle s'est dit, bon, elle dit là, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour ma santé. Elle dit, je vais faire 5 fois mon treadmill, comment on dit, le tapis roulant, dans le sous-sol, puis je vais le faire pendant 1 heure, je vais courir. Puis j'ai dit, c'est quand la dernière fois que tu as couru? Ben, ça doit faire 1 an, 1 an et demi. J'ai dit, bon, mais peut-être que c'est pas réaliste comme objectif. C'est ça, il faut être gentil avec soi-même. Hein? Il faut se dire, ben écoute, qu'est-ce qui serait un succès? Un succès, c'est pas de courir comme un athlète de haute gamme. Un succès, c'est peut-être de marcher puis de se sentir un petit peu essoufflé. Donc, d'élever son rythme cardiaque et tout ça. Mais ce que j'ai trouvé surprenant à Claude-Andrea cette année, c'est qu'avec mes clients dans le corporatif, ce qui a été sacrifié pour la grande majorité d'entre eux, c'est justement la santé physique. On ne réalise pas comment, dans notre quotidien, quand on se rendait au travail, tu sais, de stationner la voiture, de marcher jusqu'à la porte, de monter les escaliers. Juste 40 secondes, Sylvie. Oui. Alors, c'est ça. Trouvez-vous un objectif qui est réaliste, hein, qui vous fait du bien. Donc, un exercice qui vous apporte de quelque chose qui nous fait du bien et puis être réaliste dans l'atteinte de notre objectif. Je pense que c'est les 3 points que notre coach de vie voulait partager avec nous. Et puis, moi, je vais vous inviter fortement à visiter le www.l2emergence.com, qui est le site web de notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Je suis pas mal sûre qu'elle se fera un plaisir de vous accompagner dans votre processus. Je me suis fait un plaisir de passer cette demi-heure avec vous. Demain, on sera encore des vôtres à partir de 11h. Et cette fois-ci, on va s'informer sur le centre virtuel des arts et loisirs de la ville d'Ottawa. On va aussi s'informer sur qu'est-ce qui se passe en ce moment-là avec la pandémie, avec Julie Turcotte de Santé publique Ottawa. On va aussi parler avec Daniel Pécoré-Youguri du RPFO. Tout ça, ça sera demain à partir de 11h. Soyez des nôtres. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission de Viens que je te raconte, c'est avec Madame Carole Goulet qu'on saute dans la boîte d'un pick-up pour aller à la messe. Manquez pas ça. À la prochaine. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers.
Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.